Salut tout le monde et bienvenue au premier épisode du podcast 2025. Et écoute, la saison morte a été longue. On est content d'être de retour. Écoute, finalement, le football arrive assez rapidement. On a un match vendredi. On enregistre mercredi après-midi. Donc, les pratiques pour la semaine sont terminées. On a fait nos observations et là, on va vous partager ça tout au long de l'épisode. Écoute, majoritairement, comme l'année passée, l'analyse va être faite en français et on va passer à des entrevues en anglais. Et notre invité spécial aujourd'hui est le corps arrière partant des Alouettes de Montréal, Davis Alexander. L'ère Alexander débute officiellement vendredi soir au stade Percival Molson. Sur la montagne, Alouettes, Argos, Davis Alexander, pas son premier départ, évidemment, en tant que quart des Alouettes. Il y en a eu 4 l'an passé. Il a joué en 6 matchs, je pense, incluant la victoire contre Saskatchewan et en fin d'année, en deuxième mi-temps, contre les Blue Bombers de Winnipeg. Mais écoutez, le football, comme on a mentionné, arrive à grands pas. Et je sais qu'il y a plusieurs questions dont vous vous posez. Moi, j'ai été capable. Je suis assez béni de voir tous les pratiques du camp d'entraînement. J'en ai pas manqué un. Et j'ai vu les 2 matchs en personne, les 2 matchs hors concours. Et là, on est prêt. Donc, écoute, on va faire ça à tous les semaines. Je sais qu'il y a plusieurs personnes récemment qui m'ont écrit, des partisans qui m'ont demandé est-ce que le podcast revient? Mais oui, mais écoutez, on le fait en vidéo, mais aussi on va le faire en audio. Si vous préférez nous écouter en audio, vous pouvez downloader le podcast, télécharger le podcast, je devrais dire, excuse-moi pour l'anglicisme, sur Apple Podcast et sur Spotify aussi. Donc, ça devrait être bon, ça devrait être le fun. Et comme on mentionne à chaque épisode, si jamais vous avez des questions, écrivez-moi sur Instagram, écrivez-moi sur Facebook, sur Twitter, peu importe, puis on va répondre à vos questions. Et dans une dizaine de minutes, on va passer à notre entrevue en direct avec Davis Alexander. Mais écoute, j'aimerais juste, on peut parler de Davis Alexander, on va en parler avec lui bientôt, mais j'aimerais commencer avec les demi-offensifs, les porteurs de ballon. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour me demander « Ah, Walter Fletcher, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a été libéré? » Écoute, de ce qu'on comprend, Danny Machocha a parlé aux médias lundi et il a parlé de l'importance du rôle d'un demi-offensif. Et c'est sûr que tout fan de football sont capables de mentionner l'importance du jeu au sol, l'importance du fait quand un demi-offensif peut attraper le ballon du champ arrière, ça ajoute une autre dimension et on sait que Walter Fletcher était très bon à courir avec le ballon et à attraper le ballon. Où les Alouettes voulaient un peu plus de mettre de l'emphase dans l'attaque à Jason Maas, c'est l'affaire la plus importante qu'un porteur de ballon, un demi-offensif peut faire dans l'attaque de Jason Maas, c'est de protéger le corps arrière. C'est tout à fait ça. Donc, Walter Fletcher, quand même costaud, pas le plus grand, mais costaud, mais eux autres, ils pensent en ce moment avec les 3 demi-offensifs qu'ils ont gardés sur leur équipe dans la formation, qu'ils ont des meilleurs bloqueurs, j'imagine. C'est ça. C'est clair que Walter Fletcher est très talentueux. Fletcher a couru pour au-dessus de 700 verges. J'ai attrapé sur réception, il y a eu plus de 700 verges aussi. Donc, on parle de 1400 verges all-purpose, comme on dit en anglais. Donc, c'est quand même un très bon joueur, mais quand ça vient à protéger le corps adverse, je pense qu'on a vu, même lors du match, le premier match hors concours, on a vu un échappé de Davis Alexander parce que le demi-offensif s'est fait pousser par le joueur de ligne défensif dans les pattes de Davis Alexander et ça a provoqué un échappé. Donc, c'est toutes des choses que les Alouettes aimeraient améliorer en 2025. Et je sais que quand ça vient à protéger le corps arrière, on pense seulement à la ligne à l'attaque. Et oui, c'est sûr que protéger la ligne à l'attaque, la majeure partie de la responsabilité tombe sur la ligne à l'attaque.
mais le demi-offensif aussi, il y a une grosse responsabilité. Tu sais, s'il y a un joueur défensif qui s'amène pour blitzer le corps arrière, mais c'est pas juste qu'il faut le bloquer, mais il faut aller au bon endroit, il faut identifier le joueur et tout ça se déroule en quelques secondes. Donc, c'est ça une des forces de Sean Thomas-Erlington, de Travis Tice et de Stevie Scott, c'est d'identifier les blocs. Et on l'a vu une couple de fois lors des matchs hors concours. On a vu ces gars-là, ça cogne fort, mais aussi sont capables d'identifier avec quand même assez de constance ceux qui s'amènent en blitz. Donc, c'est sûr que ça a été à leur avantage, mais si on regarde la compétition, et honnêtement, c'est même pas que Walter Fletcher a eu un mauvais camp. C'est pas ça du tout. Il y a eu un bon camp. L'attaque en a arraché en général. Les partants en ont arraché un peu lors la première demi du premier match hors concours. Donc, c'est pas nécessairement ça, mais il y avait tellement de compétition à ce poste-là. Et on a un bon vétéran en Sean Thomas-Erlington et deux très jeunes joueurs en Stevie Scott, qui a joué un match l'an passé. Il a attendu quand même assez patiemment sur l'équipe d'entraînement. Et Travis Tice, qui est une très belle histoire parce que Travis Tice est arrivé au camp d'entraînement, je pense, la deuxième semaine du camp. Puis le camp dure juste 3 semaines. Hein. Donc, lui est arrivé juste avant le premier match hors concours et il a démontré des belles choses en pratique. Je m'en souviens, la première pratique, moi et mon producteur, mon caméraman, mon grand chum Sam, on s'est regardé et puis on s'est dit « Oh, OK, le petit numéro 31, là, il porte le 30, mais il portait le 31. OK, le jeune, il sait jouer au football. » Et là, on l'a vu un peu lors du premier match hors concours. Je pense qu'il y a une tentative de course, mais c'est le retour de beauté de dégagement lors du 4e quart où, lui aussi, il n'est pas grand, puis il est un peu costaud. Ça a été même un centre arrière à l'université une couple de fois. C'était un demi-offensif, mais il pouvait jouer le rôle de centre arrière. Donc, il est costaud. Donc, je me suis dit, OK, ils ont mis Tice pour retourner un botté de dégagement. Ça aurait été intéressant, mais là, c'était un retour de comme 25, 30, 35 verges. Puis j'ai fait comme, OK, c'est pas nécessairement le retourneur le plus rapide. Il a un peu de vitesse, c'est sûr, mais il peut briser des plaqués. Il est évasif aussi. Il peut faire manquer les joueurs défensifs ou les joueurs adverses sur les unités spéciales, je devrais dire. Donc, c'est quand même un joueur qui amène une certaine polyvalence. Donc, c'est un bon bloqueur. Il peut courir entre les bloqueurs, il peut courir avec le ballon, il peut attraper des passes. Donc, c'est sûr que quand tu as quelqu'un de polyvalent comme ça, il y a des bonnes chances de faire le club. Et évidemment, vous avez vu le deuxième match hors concours contre le Rouge et Noir. Écoute, il y avait 2-3 retours de beauté de dégagement. Il a capté des belles passes aussi. Il a bien couru avec le ballon. Donc, pour moi, à la fin de ce match-là, je ne m'attendais pas nécessairement à ce que Walter Fletcher se fasse couper, mais je me suis dit, il va avoir vraiment un bon demi-offensif qui va être libéré. Je pensais, est-ce que c'est entre Scott et Tice? Parce que Sean Thomas-Erlington, c'est un Québécois, il compte comme Canadien. C'est sûr, il est très bon. Il amène une expérience que les autres n'ont pas, les deux jeunes. Donc, c'est sûr qu'on le gardait. Ça, c'est clair, il a connu un excellent camp. Mais des 3 porteurs américains, je me suis dit, OK, il y en a 2 qui vont être là. Un qui va faire l'équipe, l'autre qui va peut-être être sur l'équipe d'entraînement. Mais ça démontre tellement comment la Ligue canadienne de football, c'est imprévisible. Tu ne peux pas voir venir des choses. Donc, eux autres, ils ont préféré de garder les 2 jeunes Américains à cette position-là et Erlington, mais ni un ni l'autre est sur l'équipe d'entraînement. Donc, Scott, Tice et Sean Thomas-Erlington sont tous sur l'active roster, ce qui veut dire qu'il y en a un des 3, mais un des 2 Américains qui va se retrouver sur la liste des blessés. Je sais que Stevie Scott traîne des petits bobos, mais je pense qu'il devrait, Danny Machocha a mentionné lundi, qu'il va être en mesure de jouer le match si ils ont besoin de lui. Donc, c'est sûr que cette semaine, la majorité des tentatives de course et des répétitions à l'attaque
Avec l'attaque partante, c'est Sean Thomas Arlington qui a pris ces répétitions-là en tant que demi-offensif partant. Mais on a vu Travis Tice aussi et Stevie Scott un tout petit peu. Donc, sans avoir, comme j'ai mentionné avant, on enregistre le mercredi après-midi, on n'a pas la charte des positions encore. Mais si je dois deviner à qui va jouer à cette position-là, je pense qu'on va voir Sean Thomas Arlington en tant que partant et on va voir Travis Tice en tant que substitut qui va travailler, qui va faire du travail lors du match en attaque. Donc, c'est entièrement possible que Tice va avoir plus de tentatives de course que l'autre, que Sean Thomas Arlington. C'est entièrement possible. Ça dépend de comment se déroule le match. Mais c'est sûr je pense qu'on va voir les deux. Là, c'est sûr que l'attaque de Jason Moss, c'est un peu comme l'attaque à Mark Trestman où on donne pas nécessairement... Il n'y a pas beaucoup de tentatives de course où le corps arrière remet le ballon directement au demi-offensif, mais comme dans le bon vieux temps avec Trestman, les passes en flèche rapides, des fois on voit Rambo, des fois on voit Philpott aussi, les passes en flèche, les passes diagonales, ça compte comme des courses dans cette attaque-là. Donc, c'est ça le portrait des demi-offensifs. Je pense qu'on va voir beaucoup de Sean Thomas Arlington et je pense qu'il va y avoir une rotation côté américain. Si tout le monde est en santé, il va y avoir une belle relation entre les trois, mais une bonne rotation aussi. OK, on va passer en anglais pour notre entrevue. Je pense que notre invité est prêt. On a le quart arrière partant, starting quarterback for the Montreal Alouettes. We do have Mr. Davis Alexander. Davis from the locker room. What's going on, man? I'm just hanging out. How are you? Davis. This is what happens. Cannot hear me. Doing things live. Let's just see 1 second. Can you hear me now? With me, Davis. I think I got you now. Yep. Do you hear me? Hello? Yeah. Okay, I got you now. Sorry about that. Can you turn your phone the other way? Is that possible? Does that work? Yes, sir. Full screen. We're good. All right, bud. Appreciate it. So how does it feel, man? I know you've started games for this organization before, but how does it feel to go into this first game as the guy? Yeah, I mean, it's definitely exciting, but I think I've said it plenty of times now. I'm trying to go about it still the same way as last year. It's definitely an honor. It's definitely a privilege to, however you want to say it, to be the guy. But I know that it can be taken from you just as fast as it's given. So the goal is every week is just to win. Yeah, no kidding. I'm curious, at what point in the offseason, did you go back and look at all of your throws or your starts or even just the games you played last year? And what did you like that you saw on tape, what you put on tape? Because obviously there's a lot to like. Yeah. I mean, I definitely went through, I think I've traveled a little bit and always on airplanes, I always found myself going through stuff just because I was so bored. But yeah, I like the ability to stretch the ball down the field and then just to sometimes make plays when there isn't a whole lot out there, but sometimes it can still provide a little bit of spark and also pretty proud of just the leadership ability as well. Like when you're on the plane, you're watching on your phone or your tablet or whatever, like the people next to you, do you ever look at them and say, hey, that's me? No, I usually try and hide it. I don't want anyone to ever think that I'm like, oh my gosh, this guy just can't get over himself. He's watching them make highlights and he's like, sometimes it's motivational for me to do that. Did you do a lot of traveling this offseason? No, but I had some long flights, right? I went to Quebec City from Arizona. So that was almost like an 8-hour travel time. Because I think I had to stop somewhere in Toronto or something. But yeah, so sometimes I would just, hop on the iPad, download all the stuff and rewatch. And yeah. From a leadership standpoint, I don't know. I feel like I know you try to be the same guy, and I guess you're kind of limited when you're the number two guy, right? Like in terms of how you can be as a leader. But I feel like it comes super naturally to you. Like I feel like
it comes really, really naturally that, you've kind of got a good hold of the guys. You make everybody kind of feel included. Like, as a leader, how do you, like, what type of leader are you? Are you the biggest rah guy? Are you more organizing things behind the scenes? I know that there was a photo that we had circulate during the preseason game where a bunch of you guys were at Casual Sport, and I know that you guys orchestrated that, or you orchestrated that. You kind of invited the guys to put that together. Just walk me through your leadership style and how you kind of take control of things. Yeah, I think you kind of nailed it. I do like to keep everyone included and make sure everyone feels included, because we are one unit. Like, when we say that, we truly are one unit, one brotherhood. We all rock together. I think that's the most important part. And I think whether you like it or not, the quarterback is supposed to be the guy and supposed to be in charge of that. And I don't want anyone to ever feel like I'm not including them or anything like that. But come game day and even practice, like, I can be the rah guy too, but I also can be the silent killer, silent assassin sometimes too. But the number one thing is definitely making sure that everyone feels included, and just honestly, just know that we all have love for each other, and make sure there's no fake stuff going on, and our locker room is built on that, and it'll forever be that way. From like, I know how competitive you are. I know that coaches, other players, they keep mentioning how competitive of a guy you are. Just competition, like, just explain to me the importance in that locker room of I know you guys are always competing against each other at everything. Can you paint the picture for me? Like, what type of things do you guys do, and how does that help you guys on game day, putting it out there on the field? Yeah, well, I think there's a lot that goes into it. I mean, we do play like a bunch of, like, we play ping pong, we play pickleball, we play these little Nerf basketball hoops, washers, these little ring tossers, anything you can think of. But it's important to always compete in everything that you do, because we're always striving to be better, and competition brings the best out of everybody, right? And it's also fun. It's fun. We get to, you get to play a punter or a defensive lineman in something that you never thought you would go against someone like that, right? And playing ping pong or washers or pickleball, whatever. But you also get to see the pressures of the moment when the whole team's watching, and maybe it's game point or something like that. And like a lot of people say, pressure, it either creates diamonds or burst pipes. And that's it. Obviously, it's not the same scale as maybe stopping a team on a 2-minute drive, but we get a little bit better each and every day with all the competition that we do. Who's a better pickleball player, Maltos or Zima? I'd say I'm gonna get in trouble. Are they there? They're not here. I'm gonna say I'm gonna put it that I'm the best pickleball player. Really? I like that though. I like that you can say that, because a lot of guys would be like, no, I'm not the best. This guy's the best. So who's the top? Who's on the podium? Oh, well, Coach Moss is really good. But one-on-one, I've won like probably 70 matches in a row. 70 matches in a row? Oh, yeah. Last one to beat me was Caleb's shaking his head, but he knows it's the truth. Last one to beat me was Cody last year at the beginning of the year in June. So I haven't lost since. There's nobody on the active roster who has beaten you in pickleball as of right now? No. The Qua would talk to me and say that he would beat me, and we ran it probably 4 or 5 times, and he threw in the towel. He agreed. So Moss hasn't. I'm not lying. Moss hasn't beaten you in a while. He's beaten me in 2-on-2, but I don't know if he can compete with me cardio wise and moving around and all that stuff. It's because it gets within 5 minutes you're drenched in sweat. Okay, is there any, like, I find you navigate the pocket really well. Is there anything you can take from pickleball? Maybe it's not even that, but is there anything you can take in pickleball that kind of helps you on the field? Is there, like, outside of cardio? Well, yeah. I mean, it's also like, it's such quick movement, such quick reaction, right? And there's touch in pickleball, all that type of stuff. So, and it's
Honestly, quarterback, there's a lot of similarities, like off balance shots, off balance throwing the ball on the run, all that type of stuff. I view it as a hybrid between football and baseball. Okay, that's Obviously, interesting. tennis too. Yeah, of course. Yeah. I mean, it's yeah, but yeah, no, it's fun to watch you guys go at it. Like I hope you're not diving headfirst into the lockers, like to make these shots. Like sometimes you just gotta let these shots go up, right? Yeah, sometimes the competitiveness takes over though, but I would say maybe when I was the not to sound like this, but maybe when I was a third string guy, I would dive on the carpet for it. Yeah, not the answer I was For looking sure. Thank you. Okay, before we move on, since Caleb is obviously Evans is right next to you, rank the quarterbacks for me 1 through 4, I guess now, pickleball players. In pickleball, Caleb can't play. It's got to be me. I haven't seen McLeod play yet, but me, James, Caleb's last, but McLeod would be 3. Wow, that's crazy. Oh my God. He can't play. He doesn't know how to play. He doesn't know That's how all to right. play. I believe it. Pickleball. Pickleball is crazy. He says I'm crazy. Pickleball. No, I'm easily top 2 on team. he's not top 2. Who's one? Who's? Oh my! Yeah, see, This is what happens when we do the shenanigans from the locker room, huh? pickleball. Yeah, this is the unfortunate stuff that we have to deal with in the locker room every day. But how, if we could spin it on a positive note, I thought, Caleb, obviously the way his season ended last year, tore up his knee in Hamilton. I thought I told him after the game, we spoke about it in the postgame show. I thought he was outstanding in the first the quarter that he played in that game in Ottawa. Just what did it mean to the group? How proud were you of him? The performance that he was able to turn in there, coming off a significant knee injury. Yeah, I mean, and I'm talking, but me and Caleb are really good friends. We have a great relationship. We have the 3 years that we've been here together. But no, it was super awesome to see him, come back, and he came back quick off that injury. He was lights out there. He even got to flash his mobility again, which was awesome to see. He walked into the end zone, gave a little peace sign, just the Caleb way. But no, super proud of him, and I know he worked super hard in the off season, and it speaks to his true character, and I know he was ready for the opportunity, and it was great to see. Yeah, Caleb and I actually used to be really good friends, but I don't know, he started avoiding me when I came into the trying to do content and stuff. So I don't know what happened there. He does that. He changes from time to time, but he means well. He's a good dude. Yeah, I bet. How about the challenge that the Argos present here on Friday night? Obviously, they're the ones that ended the Alouette season in the East Final last year. I know you didn't start that game, but what are you expecting? What have you seen on tape from the Argo defense that poses a challenge, but that you guys maybe think you could exploit? Yeah, I mean, I know. We talk about it all the time here. We think they're a really well coached bunch. Obviously, they've been top of the division 2 of the last 3 years. But we see they've had a little bit of a roster flip over on their defense. Obviously, they still have their captain with Winton and all that, and still a couple of returning players. But we see a little bit. Again, it's tough to tell because it's preseason. They're probably not showing everything that they want to show, but we feel pretty good about our game plan and just excited for the first game of the year. Davis, appreciate you, man. Thank you for the time, and all the best on Friday night and this season. Of course. Thank you so much. Davis Alexander, starting quarterback of the Montreal Alouettes, nice enough to join us on the podcast. Donc, si on va résumer les propos un peu de Davis, c'est sûr que, en tant que corps arrière, il dit qu'il prépare de la même façon. C'est le vieux cliché d'un corps arrière, d'un athlète professionnel, mais qui est partant, qui est troisième corps arrière, il prépare de la même façon. Mais en tant que leader, c'est ça qui est intéressant. En tant que leader, c'est sûr que quand tu es deuxième corps arrière, tu ne peux pas prendre autant de place dans le vestiaire. Mais là que tu es partant, et honnêtement, juste être autour de Davis, tu remarques que c'est quelqu'un
avec qui... c'est quelqu'un que le leadership, lui, il l'a naturellement. C'est un leader naturel. Donc, je trouve que c'est un bon fit, c'est un bon leader. On en a parlé un peu en anglais, mais je vais juste vous dire la petite anecdote. Peut-être pendant le match hors concours, vous avez vu passer le deuxième match hors concours, une photo d'environ une trentaine de joueurs qui étaient à la cage à Montréal, là, au centre-ville, pour écouter le match rouge et noir Alouette et d'encourager les jeunes. Et c'est tout Davis qui a organisé tout ça. C'est lui qui a envoyé un message dans le groupe chat de l'équipe pour dire « Hey, on s'en va là-bas pour écouter la game, pour encourager les jeunes. Donc, venez, on va prendre, on va manger ensemble et on va encourager les jeunes. » Donc, c'est le genre de choses que Davis a mentionné que le corps arrière doit faire, mais de ce que j'ai vu, il le fait quand même assez naturellement. Donc, c'est sûr qu'il va avoir un ajustement, il va avoir une période d'ajustement. Les meilleurs corps dans cette ligue ont des hauts et des bas lors d'une saison. 18 matchs, 21 semaines, c'est long. Il y a des semaines courtes, il y a des semaines longues, il y a des semaines où il y a beaucoup de voyagements. On voyage 2 semaines de suite. On commence à domicile vendredi, mais les 3 prochains matchs sont sur la route. C'est sûr qu'il va y avoir des hauts et des bas avec un jeune corps arrière. Mais je pense qu'on a le bon leader en place ici aux Alouettes pour connaître du succès. On l'a vu, je sais que c'est 4 matchs, c'est 4 départs, 6 matchs au total que Davis a joué l'an passé, mais il a quand même connu une très bonne saison. OK, il reste quelques minutes à notre podcast, puis on n'a même pas parlé de la défensive. Là. Je ne veux pas me faire chicaner par Noel Thorpe, donc il faudrait parler de la défensive et de ce que, on l'a vu, la défensive partante, plus ou moins partante lors de la première demi du premier match hors concours. Écoute, ils n'ont rien donné. Ils n'ont rien alloué aux Rouges et Noirs qui, eux aussi, avaient beaucoup de leurs réguliers. Drew Brown au poste de corps, Stanback, Gino Lewis, Justin Hardy et compagnie. Donc, c'était les partants contre les partants et la défensive n'a vraiment rien donné. Le Rouge et Noir ont marqué 6 points, mais c'était sur le retour de dégagement que Devontae Dedmon avait marqué le seul touché du match. Sur les unités spéciales, ce qui est quand même intéressant, quand les réguliers ont joué, on avait 2 placements bloqués, un par Sean Oakman, qui est énorme, by the way, 6 pieds 8, et un par Darnell Sankey. Donc, ça aussi, c'est quand même assez intéressant de ce côté-là. Mais en défensive, c'est sûr qu'il n'y a pas eu nécessairement beaucoup de changements en défensive, mais le noyau est en place. Mais il y a quand même eu des nouveaux joueurs qui se sont ajoutés à la formation. Je pense que si on regarde côté défensif, les secondaires, c'est les mêmes qui vont être là. Tu as Sankey, tu as Beverett, tu as Quentin Arcou, tu as Tyrell Richards. Tu as Nate Beauchemin, le choix de deuxième ronde, qui a connu tout un camp, by the way, l'ancien des Dinos de l'Université de Calgary, qui sera dans le mix pour des répétitions au poste de secondaire. Mais le groupe de secondaire ne change pas. Dans la tertiaire, le plus gros changement en ce moment, c'est parce que Deontay Ruffin est blessé. Donc, il a fallu faire quelques changements. Donc, Najee Murray il était supposé de jouer l'ancien poste de Reggie Stubblefield en fait, ce qui est secondaire du côté large du terrain, ce qui est vraiment, on appelle ça un secondaire, mais c'est plus un demi-défensif parce que c'est plus un secondaire qui doit couvrir soit le demi-offensif ou soit un autre receveur. Donc, Najee Murray était supposé d'être partant là-bas. Je pense de ce qu'on voit à la pratique, il va être dans la tertiaire, prendre le poste de demi-défensif de Ruffin parce que Ruffin est blessé. Et je pense que la recrue Tywan Mullen, qui a connu vraiment un camp incroyable, c'est le cousin de Lamar Jackson, le quart étoile des Ravens de Baltimore. Mais vraiment un demi-défensif talentueux. Je pense qu'il va prendre la place de Najee Murray. Donc, Murray va venir prendre la place de Ruffin et c'est Mullen qui va venir prendre la place de Murray. Donc, c'est un petit changement dans la tertiaire là. Évidemment, Sutton et Ento sont là. C'est 2 parmi les meilleurs de la ligue, là, c'est clair. Ils sont très, très bons.
Mais les plus gros changements ont eu lieu sur la ligne défensive. On a amené Sean Oakman en tant qu'agent libre. Dylan Wynn est de retour. Loa Lugua est en santé, il est de retour. Isaac Berglund a connu la meilleure saison de sa carrière. Il est de retour aussi. Mais on a des petits nouveaux. On a Byron Vance, un ancien des Cowboys de Dallas, et Jalen Harris, qui a joué des matchs de saison régulière avec les Commanders de Washington. Donc, tu sais, c'est quand même un gars qui a une certaine expérience. Et ça va être à eux autres. Mais dans la défensive de Northrop, il amène de la pression un peu partout. Tu sais, des fois, ça peut être Sankey du poste de secondaire intérieur qui va arriver en blitz. Des fois, ça va être Beverett. Des fois, ça va être même Wesley Sutton ou Najee Murray. Mais c'est sûr qu'il va avoir de la pression qui doit venir de la ligne défensive. Et deux joueurs à surveiller, c'est Byron Vance et Jalen Harris. Donc, Argos, Alouette, vendredi soir, 19h. Vous pouvez écouter le match en personne, 19h30, excuse-moi, pas 19h, 19h30 au stade. Si vous n'avez pas encore vos billets, visitez le gohalsgo.com. Et aussitôt que vous avez acheté vos billets, écrivez-moi en privé. Dites-moi que vous venez au stade, puis j'aimerais vous rencontrer si jamais on a le temps de faire ça. Si vous n'êtes pas en mesure, si vous n'êtes pas à Montréal ou vous n'êtes pas en mesure de venir au stade, le match sera diffusé sur RDS, TSN. Si vous êtes en dehors du pays, vous pouvez écouter sur CFL Plus et vous pouvez écouter même à la radio si vous êtes sur la route sur TSN Radio et le 98.5 FM. Donc, le match arrive quand même assez rapidement. Il reste moins que 2 jours, un peu plus que 2 jours. On enregistre le mercredi, mais on a plein de contenu qui va arriver sur nos plateformes médias sociaux, sur notre site. Donc, assurez-vous de visiter notre site et nos pages de médias sociaux assez fréquemment parce qu'il y a plein de contenu qui va arriver avant la game, durant la game et après la rencontre Alouette-Argonauts. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci d'être à l'écoute et on se recroise dans une semaine.